Bonjour et bienvenue. Ça y est, c'est la 3e et dernière partie de l'anniversaire du podcast Tout est déjà là. Pour marquer la première année, j'ai invité toutes les personnes que j'ai interviewées à me poser leurs questions et à ainsi inverser les rôles. C'était très intéressant comme exercice. Je les remercie d'ailleurs du fond du cœur à nouveau pour leurs questions et le temps qu'elles m'ont accordé. Dans cette dernière partie, je vais te parler de ma vision du yoga. Je vais te donner des conseils sur comment gérer les périodes de chaos dans ta vie et je vais également te parler de mon fonctionnement personnel. Je te souhaite une très belle écoute. Coralie. Coralie, alors... Coralie, ça remonte encore avant Cathy. Coralie, je l'ai rencontrée dans ma première sangha. Donc, c'était 2000... ça devait être 2000... On essayait de calculer la dernière fois, mais on n'a pas une timeline hyper claire. On était tombé... Tu avais une sangha avant 2020 Oui, quand même. En fait, j'ai eu une sangha de 2007 à 2012 que j'ai quittée. Et on était dans la même sangha en fait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait le même guide, Coralie et moi, en Hatha Yoga à Paris. Donc on se côtoyait aux sessions de Hatha Yoga, on se côtoyait aux événements de sangha parce que ce guide-là aussi avait à cœur qu'il y ait des événements sangha. Donc on faisait des repas ensemble, on organisait des goûters, on organisait des événements pour les anniversaires des uns et des autres pour que la sangha vive autant que possible. Et on avait sympathisé en soi. Notamment parce qu'on était toutes les deux assez proches du guide aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé beaucoup de temps, je l'accompagnais dans ses déplacements, je l'aidais à mettre en place des choses, autant que je le pouvais. À l'époque, avec le recul, très maladroitement, et elle aussi, elle organisait des choses pour lui, donc on passait du temps aussi indirectement ensemble. Et en fait, 2019 arrive donc avec ce changement professionnel assez brusque, et je me suis dit, je me vois pas continuer toute seule pour autant. Une collaboration s'arrête, mais moi, j'ai pas envie de continuer toute seule. Et en même temps, je veux pas refaire confiance de la même manière parce que chat échaudé, voilà. Et je me dis, la partie qui est pour moi la plus complexe, qui a toujours été en yin, c'est la partie taoïste. C'est-à-dire, le yin yoga est vraiment à la croisée de l'hindouisme et du taoïsme. Donc, le taoïsme, c'est la philosophie, l'hygiène de vie, la philosophie de vie en Chine, l'hindouisme en Inde. Et en fait, étant plus en affinité avec l'hindouisme, tout ce qui était taoïsme, j'arrivais très bien à communiquer sur les éléments, les saisons, tout ce qui était imaginaire. Mais alors, tout ce qui était pure énergie, j'avais du mal à connecter avec. Tu vois, les 5 organes, les méridiens et tout, c'était un peu dur. Et là, je sais pas, j'ai une ampoule qui s'est allumée et je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide là-dessus. Correct. Et s'inscrit à ma formation de décembre 2019, Coralie. Et donc, tu repenses à elle. Et donc là, je me dis, mais banco. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, tu viens à ma formation, je suis trop touchée et tout. Est-ce qu'on peut se voir? Ouais. On se voit, on boit un café. Je lui dis, Coralie, est-ce que tu peux animer l'après-midi sur le taoïsme? Là, il s'est étouffé. Parce que Coralie ne se met pas du tout en avant. Mais c'est une femme extraordinaire. Coralie est vraiment... c'est une fée. Alors, elle est praticienne de shiatsu. Elle est dans son interview, elle explique très bien en fait qu'elle vit quelque chose qu'elle appelle pas forcément la spiritualité, mais qui est de l'ordre de l'humain et du moment par moment, qui est très simple, qui est très profond. Elle a un humour que j'adore. Enfin, franchement, on se marre tellement toutes les deux. Et là, on a fait tout un cycle pendant 1 an de Do-in et Yin Yoga en ligne et en présentiel où on a co-enseigné des ateliers de Do-in et Yin Yoga. Donc, elle faisait la partie Do-in et moi Yin Yoga. Et qu'est-ce qu'on a pu se marrer. C'était vraiment un vrai plaisir. Quand on arrivait à la fin, on était toutes les deux en mode « Oh non, encore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et voilà. Et donc, du coup, elle a accepté. Et donc, depuis 2019, c'est elle qui assure la partie taoïsme dans mes formations. Donc, pendant une demi-journée, elle intervient avec la philosophie, la mise en pratique sur le corps d'auto-pression. Et elle guide maintenant une session de yin yoga aussi en fin de journée, parce que je veux pouvoir montrer une autre facette du yin yoga que la mienne pendant les formations. Et ça a été une des meilleures décisions professionnelles au niveau des formations, parce que ça me fait une demi-journée où je souffle, une demi-journée où je sais que les gens sont entre deux mains, mais je suis même pas inquiète. Et puis, on parle souvent d'avoir plusieurs professeurs pour entendre la même leçon, mais d'une manière différente, avec des mots différents, une énergie différente. Ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'elle a vraiment aussi son bagage à elle, quoi, qui est vraiment dans le shiatsu et dans la philosophie taoïste. Et pourtant, elle connaît le yoga et elle a fait ma formation, donc elle sait très bien de quoi elle parle quand elle parle de yin yoga et shiatsu, ce qui est très différent d'autres formations, je sais, où les personnes interviennent et en fait, elles sont pas forcément yin yoga.
Super. Bah ouais, c'est top. C'est vraiment... C'est win-win. Ah, je suis hyper reconnaissante envers Coralie d'être toujours dans le bateau. Et du coup, elle te connaît très bien. Ça va rejoindre un petit peu la potentialité. Ouais. Tu m'avais évoqué des suspicions multiples d'une C'est très Coralie. probable neurodivergence chez toi. Est-ce que c'est quelque chose dans ta pratique, dans ton épanouissement personnel qui te guide, qui te porte, qui te nourrit? Un petit peu déjà répondu, mais... Alors, la multipotentialité, c'est un sujet. La neurodivergence, c'en est un autre. C'est-à-dire que très forte, j'adore comment elle a formulé ça, la suspicion multiple d'une très probable neurodivergence, neuroatypie plus précisément le terme, fait que je suis multipotentielle. C'est-à-dire que... Bon, moment un peu personnel, anecdote aussi, mais un peu personnelle. Quand j'ai eu ma fille, j'ai fait une dépression postpartum qui a été très importante, que je n'ai pas acceptée tout de suite, comme beaucoup de femmes, et que j'ai voulu vraiment avancer, assurer, trouver les solutions toute seule, trouver les ressources. Et surtout, c'est difficile parce que j'avais déjà fait de burn-out par le passé. Et en fait, on sait que les personnes qui ont fait des burn-out, les femmes qui ont fait des burn-out sont beaucoup plus sujettes à faire des dépressions postpartum. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé de tenir la barque et tout. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai appelé à l'aide. j'ai demandé à une personne justement qui arrêtait pas de me dire combien sa psychothérapeute était géniale, de me donner son contact. Et donc, j'ai croisé le chemin de cette personne qui est à Paris, on fait les sessions en ligne. Et elle m'a très vite compris. Le premier travail qu'elle a fait, c'était de me sortir de la dépression postpartum, qu'elle a très bien fait. Mais surtout, elle a pointé du doigt. Alors, les psychothérapeutes n'ont pas le droit de diagnostiquer les neuroatypies. En fait, c'est ce qui est très difficile aujourd'hui, je trouve, en France, c'est que pour être diagnostiqué neuroatypique, il faut faire un parcours qui coûte très cher. C'est entre 6 000 et 10 000 euros, je crois. Ce qui prend énormément de temps et d'énergie. Alors pour moi qui suis fonctionnelle, ce qu'ils appellent hautement fonctionnel, c'est-à-dire que je peux tout à fait m'adapter à la société, c'est pas un problème, j'ai pas besoin de ce diagnostic. Mais c'est vrai que les personnes qui en ont besoin, pour qui c'est entre guillemets un handicap, c'est-à-dire qu'il faut que la société s'adapte à eux, mais tant qu'il n'y a pas la preuve, les gens refusent de le faire, c'est hyper difficile. Je trouve ça absolument... Ça m'insupporte de voir des gens qui souffrent, qui doivent souffrir encore plus pour qu'à un moment on reconnaisse leur souffrance et on s'adapte à leur souffrance. C'est terrible. Bon, moi, j'ai pas besoin de le faire, donc je l'ai pas fait. Mais en tout cas, elle m'a dit, voilà, il y a une très, très forte suspicion quand même d'une neuroatypie qu'elle a nommée, que je nommerai pas là, mais voilà, qu'elle m'a dit, parce que c'est très personnel quand même, j'ai pas envie qu'on me colle des étiquettes trop fortes. J'en ai déjà pas mal à gérer. Mais voilà, elle m'a dit, et en fait, elle me donne des outils pour le gérer. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette neuroatypie, maintenant que je l'ai compris, et qu'elle fait vraiment partie de moi, c'est une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'excuse plus de l'être. Il y a des moments où c'est difficile, Noël en famille, c'est très compliqué pour moi. C'est très, très compliqué. Mais par le passé, par contre, ça a été quelque chose qui a été très difficile à vivre. Parce que incompris. Non. Tu t'appuies sur elle, tu la connais, tu la côtoies, tu la... J'ai pas dit à mes proches non plus, tu vois, ma famille et tout ça. J'aurais juste dit que j'étais suivie par quelqu'un qui faisait ça très bien. Ils ont vu que j'allais un peu mieux. J'adore ça. Mais moi, maintenant, je l'affiche. C'est-à-dire que je m'excuse plus de certains traits qui sont liés à ça. Je sais que si je vais à l'encontre, je vais souffrir. Et je ne m'autorise plus à souffrir. Peut-être aussi parce que, encore une fois, je suis devenue maman. Aussi parce que j'ai vu sur mon conjoint, quand il me voyait souffrir, combien c'était dur pour lui. Et les moments de société, les moments où il faut mettre un masque. Et moi, je peux pas mettre de masque, en fait. Ça a été toujours mon problème depuis que je suis petite. Oui. On me dit, t'as les yeux revolver, t'as pas de fil sur ta face. En fait, on sait ce que je pense. Je ne peux pas cacher ce que je pense et ce que je ressens parce que ça me dépasse, en fait. Et surtout, je ne peux pas ne pas dire ce que je ressens et ce que je pense. Enfin, maintenant, j'y arrive. Mais il y a des moments où je vais dire des choses qui vont mettre les gens très mal à l'aise, mais pas par méchanceté, mais parce que c'est des vérités. Et voilà. Donc maintenant, je m'excuse plus de tout ça. Et j'en fais une force, c'est-à-dire que je sais que je peux être focus pendant 5 heures, mais par contre, il y a un moment où il faut penser à manger, il faut penser à prendre soin de soi. Donc ça, c'est aussi... non, mais des gens vont dire que j'ai un homme remarquable. J'ai un homme remarquable, mais c'est lui qui, des fois, m'envoie un message sur mon téléphone en me disant « Anne-Gaëlle, il faut manger. » Et qui me dit « Anne-Gaëlle, là, on est rentré de l'école avec ta fille. Ok, j'arrive. » 45 minutes plus tard, il débarque, ce qui sait que sinon, en fait, je suis dans ma tâche et je vais oublier. J'ai pas de notion du temps. Mais par contre, j'ai une très grande force, c'est que j'apprends très vite. Quand j'ai un sujet qui est intéressant, j'apprends beaucoup. Et c'est là où ça rejoint le multipotentiel. C'est-à-dire que cette neuroatypie, elle me donne la capacité vraiment de
d'absorber, de comprendre et de... C'est-à-dire que dans ma tête, ce que je savais pas... Je sais pas si tu as déjà vu cette série qui s'appelle The Good Doctor. Oui. Bah, tu vois, quand il opère, il voit tout Ouais. en 3D. Et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je pense à un truc... T'as un quand mapping, t'as un Ouais. écosystème, tu je suis vois. hyper visuelle, en fait. Mm. Donc, du coup, je vois déjà le résultat avant de le faire. Souvent, je vois le... C'est pas de la vision, mais c'est... je vois comment les choses s'emboîtent. Je vois comment... Et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire sur des carnets, parce que souvent, on me dit, t'as énormément de carnets, Anne-Gaëlle. C'est vrai. C'est pour décharger tout ce qui se passe dans mon cerveau. Et pour Tout ce l'écrire, que je vois. le voir, en fait. Parce qu'en écrivant, je visualise et donc je mémorise. Et quand j'entends, je peux mémoriser un peu, mais ça s'efface au bout d'un moment. Et si je lis, j'oublie au bout d'un moment. Il faut que je l'écrive. Ok. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, aujourd'hui, ça me nourrit vachement parce que dans mes formations, j'applique ça. C'est-à-dire que on dit, on écrit, on palpe et on pratique. C'est-à-dire que tout, ça passe par des biais différents pour pouvoir mémoriser, pour incarner, en fait. Pour pas que ce soit que là. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et c'est hyper... Enfin, ce qu'on me dit, en tout cas, c'est hyper pédagogique. Et je peux le dire sans problème parce qu'en fait, maintenant, ça fait depuis 2017. Et donc, je vois bien que ma pédagogie, elle marche parce qu'il y a plein de personnes qui enseignent le yin-yoga, plein de personnes qui reviennent à mes formations aussi. Donc, c'est plutôt bon signe. Et voilà, et du coup, c'est un vrai plaisir. C'est validé par la Fédé. C'est validé par la Fédé. C'est validé par Calliope et tout ça. Mais c'est vrai que c'est des cheminements, en fait, de se dire, quand on a une neuroatypie, je guide des gens, tu sais. Parce qu'on se dit on n'est pas légitime, parce qu'on n'est pas comme les neurotypiques, qui sont la grande majorité des gens, tu sais, qui s'attendent à un formateur qui soit formaté, justement. C'est ça qui est très drôle. Avec moi, c'est pas formaté. Et du coup, tu dois sûrement aussi attirer toutes les personnes qui, justement, ont besoin. Oui. Parce que, potentiellement... il y a un reflet. Il y a plein de choses. Voilà. Il y a les personnes multipotentielles. On parle aussi beaucoup d'hypersensibilité. Alors, c'est vrai que l'hypersensibilité, on en retrouve plein dans le milieu du yoga parce que dès l'instant où tu es hypersensible, souvent tu te questionnes et quand tu te questionnes, tu passes par le corps. Donc, soit tu es en Qigong, soit tu es en yoga, soit tu es en sophro, mais tu vas souvent dans des pratiques qui vont t'aider à trouver des réponses. Mais là, ce qui est différent dans l'hypersensibilité, c'est que c'est un symptôme. C'est-à-dire que l'hypersensibilité est soit le résultat justement d'une neuroatypie ou d'un trauma. Quelqu'un qui a vécu... Et quand tu sais qu'entre 85 et 92% de la population ont vécu des traumas, en fait, on est quasiment tous hypersensibles. C'est juste qu'on l'est à des degrés différents en fonction de l'origine de cette hypersensibilité. Et je rajouterais peut-être la génération. Il y a des générations qui mettent des couvercles. Ah oui. On est aujourd'hui nous, on a fait péter le couvercle. À des générations où il y a... Ah, il n'y a plus de couvercle. Il y a plus on de déborde. bunker. Il y en a partout sur la plaque à induction. C'est ça. Et c'est très bien. C'est très bien parce que ça bouscule beaucoup de choses. Il le fallait. Il fallait enlever la pression. Moi, j'adore cet épisode. C'est vrai. Je passe un super moment, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup, Coralie. Léa. Ah, Léa. J'adore, c'est toujours la même intro. Léa. Oui, parce que en fait, comme je suis visuelle, quand tu me dis quelqu'un, je vois le visage et je vois les moments partagés. Alors, Léa, je l'ai rencontrée en décembre 2019. Elle est venue à la même formation que Coralie, à Montreuil à l'époque. Et on a, pareil, tout de suite accroché. On est resté en contact, plus ou moins, jusqu'en 2022, où elle est venue à Aubagne faire la formation dans du dragon aussi. Elle m'a demandé un mala. Et là, on s'est vraiment rapprochés parce que là, elle me dit, l'air de rien, entre-temps, tu sais, maintenant, je fais des consultations en Jyotish. Et donc, le Jyotish, c'est l'astrologie indienne, que je connaissais de loin, que j'avais jamais expérimenté. Donc, je lui ai demandé de me faire mon chart, ce qu'on appelle. Et là, ça m'a bluffé. Ça m'a conforté dans le fait que moi, l'hindouisme, c'est mon chemin. Vraiment. Enfin, s'il y a une culture qui me parle et qui me fait vibrer, c'est l'hindou. De ce que j'en connais avec humilité. Je pars en Inde pour la première fois de ma vie en mars. Donc voilà, je suis très humble dans mes propos, mais en tout cas, de ce que j'en reçois, à chaque fois, ça fait mouche. Et donc, ce chart, j'ai eu l'impression que Léa me connaissait depuis que j'étais née. Alors que j'ai eu déjà des plans astrologiques qui ont été faits sur l'astrologie occidentale. Et à chaque fois, je me cherchais dedans. Tu sais, genre, ah oui, alors je suis tel signe, ascendant machin. C'est toi qui fais un effort pour... Oui, c'est ça. J'étais là, genre, attends. Et surtout, les gens me collaient des étiquettes. Alors, je sais pas, tu as sûrement croisé ces gens-là où ils disent, t'es né quel jour? Ah, t'es tel signe. Ah bah voilà, ça explique tout. Voilà. Ça m'agace. On est trois Gémeaux dans ma famille. On n'a rien à voir. Ma mère, mon frère et moi, on est Gémeaux. Je peux te dire qu'on est les trois aux antipodes. Donc après, ils vont dire, mais oui, il y a l'ascendant, le machin, les trucs. Mais bref. Donc, elle me fait mon chart et je suis bluffée.
Et puis, en fait, je lui fais un accompagnement aussi. Et en fait, on devient, je pense, alors j'espère qu'elle m'en voudra pas de dire ça, Léa, mais en fait, on devient amis, on devient vraiment amis. Et Léa, elle me bluffe sur plein de plans parce que, pareil, elle est multipotentielle à fond. C'est-à-dire qu'elle elle fait de la chanson. Vous pouvez retrouver toutes ses chansons sur sa chaîne YouTube. Vraiment, elle écrit les paroles, enfin, elle compose des chansons, elle a fait des clips géniaux. Dans un de ses clips, il y a la danse du dragon, les gens, que je lui ai enseigné. Elle fait de la broderie. Elle est mère de famille maintenant aussi. Elle fait du yoga. Dans le yoga, elle travaille aussi bien sur les mantras que sur les pranayama et les asanas. Elle fait du jyotish. Elle s'intéresse au yoga de la femme. Enfin, et je suis sûre qu'il y a des facettes que je vais découvrir. Et qu'elle-même, elle peut encore découvrir. Oui, tout à fait. Puisque c'est ça qui est chouette. Exactement. Et on donc, peut en ajouter. En fait, c'est que, au fil de la vie, on en délaisse certains pour faire de la place à d'autres. Bien sûr. Mais tout reste quand même. Mais c'est ce qui fait que les onglets deviennent de plus en plus petits. Mais des fois, on enferme quand même. C'est du bien. Ouais, des fois, on se dit, ah, c'est bon, ça c'est... Et on en rouvre. Ouais, c'est pour en ouvrir un autre. Hein, on n'est pas dupe quand même. Mais donc voilà, donc Léa, on est devenus proches comme ça. Et j'étais contente aussi de la recevoir dans le podcast parce qu'elle a cette vision, comme Coralie du taoïsme, elle a vraiment cette vision de l'hindouisme et de la pratique avec un gourou depuis longtemps. Et de ce que c'est, parce qu'elle va en Inde très régulièrement. Donc, elle sait aussi vraiment ce que c'est d'être dans un ashram. Elle a vécu dans un ashram, etc. Et on partage toutes les deux aussi cette possibilité de plonger dans l'obscurité pour revenir à la lumière. Et c'est super chouette de parler de ça avec elle. Donc voilà, Léa. Tu m'étonnes. Je suis jaloux. Peux-tu raconter ta rencontre avec le chamanisme et parler justement de ce parcours avec cette pratique ? Oui, alors moi, je pense que j'avais ce lien avec le chamanisme depuis que je suis petite. C'est-à-dire que je ne nommais pas. Mais comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, je passais des heures assise au bord de la plage, à regarder la mer. Mon endroit préféré à la maison, c'était dans un arbre. Je préférais aller dans la colline au-dessus de chez moi que d'aller en ville. Quand j'allais en ville, en général, je me planquais. Oh là, si mes parents, ils écouteront jamais ce podcast. Je me planquais en haut des immeubles ou dans les caves, mais vraiment des fois, genre le théâtre de Nice. À l'époque, on pouvait encore monter. Je m'asseyais au bord du mur, au-dessus pour regarder les voitures passer. J'ai toujours eu ce questionnement de la vie et de la mort. Toujours. C'est-à-dire que quand mes copines lisaient des livres de romans d'amour au collège, moi, je lisais un livre sur le Titanic. Et je me questionnais sur ce qu'étaient devenus les corps et les âmes des gens qui sont tombés dans l'eau. Tu vois, je me rappelle, on allait dîner chez mon oncle et ma tante. J'avais ce livre-là que j'avais acheté, tu sais, les livres qui coûtent 1 € qu'on avait à l'époque, tout fin. Et mon père me dit, t'as pas autre chose à lire? Ah non, c'est hyper intéressant. Genre, mais je vois pas où est le problème. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est toujours resté. Et puis quand j'ai grandi, après que j'ai pu me balader aussi en ville, j'allais tout le temps dans la boutique ésotérique de Nice, il n'y en avait qu'une. Je traînais tout le temps là-bas, j'adorais triturer les pierres. J'ai trouvé mon premier cristal par terre, j'ai découvert que c'était un pendule, donc je me suis questionnée là-dessus. Après, il y a eu le tarot. Et en fait, tout ça, c'est venu nourrir cette notion d'animisme, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé les animaux et le végétal et le minéral après coup, je l'ai rencontré plus tard. J'ai toujours donné un nom. Quand j'étais petite, je donnais un nom à toutes mes peluches. C'était que des animaux. Alors, j'ai eu un marsupilami et un des personnages de Picsou, la canard, Zaza, la petite fille. J'avais beaucoup de mal à les placer parce qu'ils n'allaient pas avec mes animaux. Et oui, ça allait pas avec. J'avais un koala, une girafe, un singe et des marsupilami. Bon, bref. Mais ils avaient tous un nom et j'étais hyper attachée quand il y avait des animaux. Déjà, très jeune, mes parents n'ont pas voulu que j'aie d'animaux parce qu'ils savaient que le jour où il allait passer, ça allait être la cata. Donc, j'en ai eu à l'adolescence. J'ai eu des hamsters et ça a été la cata. Ça a été la cata, c'était les deuils, c'était... Et j'étais hyper attachée à ces animaux-là. J'ai des chats, c'est pareil, enfin, c'est mes enfants. Et peut-être que les lamas, on peut... Oh là là, t'imagines faire un câlin à un lama? Oui. Oh là là. Non, mais bref. Je sais pas. Ah ouais, là, c'est la fin du monde. Et donc, ça a été mis un peu de côté, comme je disais, une période de ma vie où j'étais avec quelqu'un très cartésien. Et quand je suis revenue dans le yoga, malgré tout, quand je pratique le yoga, moi, je ressens des choses dans mon corps, j'ai des questions qui se soulèvent, et puis on aborde beaucoup les corps énergétiques quand même, quand on a des bons guides, la vibration, et je sentais que c'était là. Et en fait, j'ai acheté un tambour en 2016, je suis allée à Nantes chez Mandalia Musique, qui est vraiment, c'est une boutique française qui revend des instruments du monde entier, dont ils connaissent tous les fabricants, c'est vraiment une très très belle boutique où aller.
Aujourd'hui, avant, c'était terrible. Fallait réserver? Fallait prendre rendez-vous et t'emmener dans la caserne d'Ali Baba. C'est-à-dire que tu venais pour un truc, mais t'avais accès à tout. Donc, tu rentrais et t'étais là, il y avait un harmonium, des tambours, des kalimbas, il y avait il y avait de tout. Il y avait tous les instruments qui vendent sur le site. Tu pouvais tout essayer. Donc là, tu te dis, il faut canaliser. Mon conjoint m'a pris la carte bleue. En mode, tu passeras par moi, tu es venu pour un tambour. Je suis quand même repartie avec 3 instruments au lieu d'un seul. Mais... Donc, j'achète mon tambour en 2016. Non, mais n'importe quoi. Et je repars avec mon tambour. Et en fait, j'avais le contact avec la peau. Et puis, il y a le son du tambour. Donc, au début, c'était vraiment pour dans les cercles de méditation que je voulais mettre le tambour. C'était pour moi, c'était très rythmé. Le tambour la peau te ramène à la terre, en fait, à ce rythme primal. Et un jour, je vois, pareil, enfin la vie, je vois qu'une personne que je suis depuis 2012, parce qu'on a fait notre premier module de Yin Yoga ensemble, donc 2011, propose des cercles de tambour chamanique à Montreuil. Donc, c'est une personne en qui j'avais confiance. C'était à côté de chez moi, je pouvais y aller à vélo. Et donc, j'y ai foncé là-bas, c'était Nanook. Et du coup, on a réconcilié. Quand elle m'a vu, elle fait « Mais oui, je me rappelle de toi !» et tout. On avait des amis en commun, etc. Donc, on s'est un peu rapprochés. Là-bas, c'est là que le gang des Sistas, le gang des Sistas s'est façonné, un peu autour de Nanook au départ. Et Maëlle, c'est comme ça que j'ai rencontré Maëlle, parce qu'elle a fait un stage. Mais en fait, Nanook, au bout de 6 mois, 8 mois, nous annonce qu'elle organise un voyage au Népal. Avec un chaman, justement, qui va nous emmener à la rencontre des chamans. Et là, j'y banco, donc je rentre, j'ai dit à Mathieu que je pars au Népal dans 8 mois, mon conjoint. Et donc, on part à la rencontre de chamans dans les montagnes du Népal, à Katmandou. Et cette personne, en fait, Bola, est lui-même chaman et donc connaît beaucoup de gens. Donc, nous emmène vraiment... c'était vraiment un voyage initiatique de chamanisme népalais. C'était pas du yoga du tout. Parce qu'au début, quand j'ai dit je pars au Népal, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, tu vas faire une formation de yoga ?» Pas du tout. On a fait une cérémonie du feu... si Maëlle écoute cet épisode, ou Nanook, qui était hyper impressionnante. Parce qu'en fait, on a eu la chance d'aller dans un village népalais dans les montagnes. Et en fait, quand ils ouvrent une maison, ils fabriquent une nouvelle maison, ils ont des rites pour accueillir la maison, pour la purifier et tout. Et donc là, ils font venir 3 grands chamans du coin dans le village pour nous. Et ils nous disent, on s'installe dans la maison, on prépare un rituel. Donc le truc prend toute la matinée à préparer. Ils mettent des pigments de couleur, des trucs. Pendant ce temps-là, ils font des pauses, ils se tapent des clubs, des bières et tout. C'était génial parce qu'en gros, moi j'ai compris au Népal que le sacré et le rituel, il est ancré dans ton quotidien. Les gars, ils passent en scooter devant une statue de Ganesh, ils s'arrêtent, ils touchent la trompe, ils repartent. Tu fais ça en France, dans une église, tu touches Jésus depuis ton scooter, on dit « Ah, tu manques de respect, descends de ton scooter », tu vois. Et là, tout était naturel, tout est dans leur quotidien, vraiment. C'est-à-dire que c'est ça, leur quotidien est sacré. Et donc, on fait ça toute la matinée. Ça prend un temps de fou. On va manger, on revient, on termine le truc. Et donc, on se retrouve avec un espèce de mandala au sol avec les 5 couleurs des éléments, une énorme marmite, un truc qui est pendu au plafond. Et là, Bola nous dit, mettez-vous contre le mur. Mais peut-être si vous craignez un peu le feu, mettez-vous dans l'escalier, quoi. Et là, on se dit, c'est quand même... Non, moi, je vais dans l'escalier, je te le dis direct. Donc, j'étais un peu en retrait. Il y en a dans le cercle. Maëlle est restée contre le mur avec Nanook. Je voyais Nanook un peu se déconfite au fur et à mesure. En mode, t'es sûre, Bola ? T'es vraiment sûre ? Je tiens à mon groupe. Et donc, on est plusieurs à aller dans l'escalier, dont un des enfants du village. Et là, il chante, il tape du tambour, il chante, il tape du tambour. Toi, tu rentres un peu en transe parce que t'as ce rythme t'as 3 tambours qui tapent en même temps, des cris, des trucs. Et là, d'un seul coup, le gars, il jette un truc dans la marmite. Et là, t'as les flammes qui montent au plafond. Et tu sais, comme dans les films, en fait, qui rampent sur le plafond, qui vient vers nous. On était dans l'escalier. Je me rappelle toujours, l'enfant a sauté dans mes bras. J'avais un collègue qui était à côté. Il s'est collé à moi. Donc, je me suis retrouvée avec 2 personnes dans les bras. Et j'ai vu la flamme est passée au-dessus de nos têtes. Et d'un seul coup, redisparaître, quoi. Là, Nanook a hurlé. C'était en mode, Paula. Moi, c'était un des moments les plus beaux de ma vie. Parce que là, j'ai jamais été aussi près du feu de ma life. J'ai vu ma vie défiler. Oui, mais t'étais dans l'escalier, mais t'étais en hauteur. Donc, presque encore plus... j'ai senti la chaleur, la flamme est passée à ça. Hein. Les filles qui étaient... on a une vidéo, les filles qui étaient contre le mur, elles s'est redescendues un peu le long des murs. Donc, elles ont vraiment... Elles ont vraiment eu chaud. Tout ça dans une jungle avec des tigres qui rugissaient. Tout c'était top. Donc, cette expérience m'a confortée dans le fait que le chamanisme et le sacré pouvaient être ancrés dans le quotidien, qu'il n'y avait pas forcément, entre guillemets, de légitimité à rechercher. Mais ce qu'il fallait, encore une fois, rechercher, c'était l'intention, le questionnement de pourquoi tu veux le faire et le cadre.
Parce qu'en fait, ce que nous expliquaient tous ces chamans, c'est qu'ils avaient hérité de ça de leur grand-père ou de leur père ou du chaman du village qu'ils avaient désigné. Il faut savoir qu'on se déclare jamais chaman. Et d'ailleurs, dans chaque pays, le chaman, c'est un nom occidental qu'on a donné. Chaque tradition a son nom. Et donc, nous, occidentaux, quand une personne vient et dit « Ouais, je suis chaman », tu peux tourner les talons et barre-toi, en fait. Parce que, ouais, tu peux partir parce qu'elle est déjà à côté de la plaque, la personne. C'est pas méchant, mais peut-être un peu. Mais c'est une réalité, en fait. Tu peux pas te déclarer chaman, c'est les autres qui vont voir en toi le chaman. Et c'est ce qui est très beau, par exemple, chez Nanook. C'est le cas chez Nanook qui est chaman, mais qui se dit pas chaman. Et elle a fait des initiations de dingue avec Sandra Ingerman, avec des gens vraiment qui sont versés là-dedans. Donc, je rentre du Népal et je me dis, OK, c'est super, maintenant, je fais quoi ? Et en fait, là, je rencontre par hasard, en faisant des recherches sur Internet, enfin, du coup, c'est pas par hasard, je faisais des recherches, soyons honnêtes, je tombe sur le site de la FSS, et en fait, la Federation for Shamanic Studies, qui a été montée par Michael Arner, qui est décédé il y a quelques années. Et en fait, c'est une fédération qui a pour vocation de rendre accessibles des rituels chamaniques aux Occidentaux. Donc, il est allé voir des tribus, il a demandé aux tribus ce qu'ils pouvaient partager, ceux qui n'avaient pas le droit de partager. Et en fait, dans chaque module, tu reçois des enseignements de tribus différentes, de pays différents, avec l'accord des personnes qui ont fait ça, par une personne qui a été vraiment formée par la FSS. Moi, je fais ça avec Alexandra Viverge, qui est juste géniale, et qui est assistée par Laetitia, qui est juste géniale. Et en fait, j'ai pu découvrir dans un cadre sécurisé plein de pratiques chamaniques. Pour moi, aller un peu plus loin sur ce cheminement-là du chamanisme. Et au moins, c'est cadré. C'est cadré. Je sais d'où viennent les choses. Je n'utilise que ce qui parle pour moi. J'expérimente sur moi, surtout c'est ce qui te pousse à faire. J'expérimente sur moi avant d'expérimenter sur les autres. Et le chamanisme que j'utilise, je l'utilise en fait comme outil vraiment. C'est-à-dire que quand je fais un mala, par exemple, je vais faire un voyage chamanique, moi, pour aller à la rencontre dans le monde subtil pour trouver les réponses sur comment doit être fait le mala, sur quoi la personne a besoin de travailler. Après, il y a un échange de toute façon pour valider. Dans le tarot, c'est pareil. Avant de faire un tirage de tarot, je vais toujours faire un voyage chamanique. Mais c'est mon outil à moi pour me reconnecter à moi. Tu vois, j'ai pas de vocation à dire que je suis chamane du tout, ni rien. Mais je trouve que le monde... je pense que ça a été ma façon de me reconnecter avec le monde subtil, qui est un lien qu'on a perdu aujourd'hui en France. Où c'est très... Et ailleurs. Mais après, c'est vrai que je peux surtout parler de la France, que je suis française, mais je trouve que dans le chamanisme, aujourd'hui, tout ce qui est dans le monde des esprits, le monde subtil et le monde de la nature, on a tellement caricaturé ça de la maison des fous qu'on ne donne plus de la valeur qu'à ce qui est mesuré, mesurable et prouvé. Mais on oublie que la médecine, il y a 100 ans, elle ne faisait pas le tiers de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et il a fallu qu'il y ait des gens qui croient en ce qui n'était pas visible pour que ça devienne réel parfois. Et puis parfois aussi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ça, on a du mal à l'accepter. Hein. On a du mal à ne pas mettre les choses dans les boîtes et à se dire... Alors que c'est beau. C'est beau, et puis si la personne le ressent, c'est valable. Oui. Donc après, dès l'instant, tu ne fais pas de mal à autrui et que ça ne prend pas des proportions, des fois qu'on voit... où en effet, il y a des gens un peu perchés. Voilà, c'est OK pour moi. Donc ça, c'est mon chemin vers le chamanisme. Pardon, c'était la version longue. Et c'est très bien. On est là pour ça. Ouais. Qu'est-ce que signifie profondément pour toi le yoga ? Et un élément peut-être, c'est comment penses-tu incarner et intégrer ce sens dans ta vie ? Ouais. Merci Léa pour cette question. Alors, pour moi, le yoga, déjà, c'est une philosophie de vie. C'est pas une pratique d'asana. On l'aura compris, je crois. Ça, je crois que je l'écoute dans chaque épisode. Ouais, mais c'est fou. On se sent obligé de le rappeler. Ouais. C'est pas parce que tu fais une heure d'asana dans la semaine que t'es yogi. Non. Pour moi, le yoga, alors, je pense qu'il y a beaucoup de définitions qui sont très personnelles. Il y a une définition qui est souvent étymologique. On dit que yoga, ça vient de yuj, la racine, qui veut dire connecter, lié. Yuj, c'est aussi cette notion du centre de la roue avec les rayons. C'est-à-dire ce à quoi tu reviens, ce qui maintient, ce qui stabilise. On dit souvent que c'est connecter le corps, le mental et le cœur. Pour moi, le yoga, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment un cheminement vers ma vérité. C'est vraiment l'outil qui m'a mis en gros vraiment le coup de pied aux fesses pour me dire à un moment, non, là je suis pas sur le bon chemin, il faut que je rembobine. Et qui me permet de trouver les réponses aussi, en moi et dans les personnes que je rencontre. Donc le yoga, c'est en ça qu'il reconnecte pour moi. Mais il reconnecte pas forcément que le corps
au cœur et au mental. C'est pas, même si c'est le premier effet qu'on ressent par les postures, c'est pour ça qu'on dit souvent ça, mais au-delà de la traduction de Yuj, mais Yuj, en fait, c'est aussi connecter, c'est-à-dire ne plus te dissocier. Enfin, il y a 2 lignées en plus dans le yoga, il y a le dualiste et le non-dualiste. Donc, il y en a pour qui il y a toi et justement la source, et il y a des personnes pour qui tu fais partie de la source. Donc, même en yoga, il y a des contradictions dans les lignées, entre guillemets. Ce qui est important, c'est de choisir sa lignée. Ce que j'ai toujours à mes élèves, c'est choisis ta cartographie. Taoïsme, hindouisme, dans l'hindouisme, qu'est-ce que tu suis? Et surtout, reste sur cette cartographie-là. Parce que c'est quand on mélange les choses qu'on est confus. Et qu'on est perdu. Ouais, et c'est ce qu'on évoquait avec Maëlle d'ailleurs dans son épisode, c'est qu'à un moment, à trop vouloir mélanger les choses, t'as une espèce de marmite de goubli-boulga qui ressemble plus à rien. Et on a beau dire, oui, mais tout est issu de la même source, tout vient... Mais non. En fait, si chaque lignée a développé des techniques et des outils, ça vient de la lignée, donc il y a toute cette énergie derrière. Donc quand tu prends un truc de l'hindouisme et que tu le mélanges avec un machin du Dakota, il y a plus cette essence en fait. Donc je pense que c'est important de rappeler que le yoga, c'est avant tout, je suis désolée, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est un cheminement vers soi pour revenir vers l'autre et vers le monde en fait. C'est pour vraiment accepter qu'on fait partie d'un tout. Et c'est pour ça que je pense, des fois, des personnes disent le yoga sauverait le monde. Le yoga, dans ton pratique posturale, ne sauvera jamais le monde. C'est pas parce que tu fais 108 salutations au soleil le 21 juin que... Par contre, dans la philosophie, dans la spiritualité, mais comme toute belle spiritualité, le bouddhisme aussi peut sauver le monde, en fait. Parce que dès l'instant où tu te questionnes et tu te rends compte que t'es la même... L'autre est toi et tu es l'autre, tu vas pas lui taper dessus. Tu vois, tu vas pas le voler, tu vas pas faire des atrocités comme on en voit aujourd'hui, en fait. Ou alors il y aura d'autres personnes autour pour t'arrêter et te dire non, mais là c'est pas ok. Tu fais une pause. Va prendre des vacances parce qu'il faut que tu réfléchisses à ce que tu allais faire, tu vois. Et je pense que le yoga c'est ça. Et pour l'incarner, en fait, c'est encore un sujet qui est un peu difficile pour moi parce que je pense que je suis en chemin encore pour l'incarner H24. En étant, comme je disais, maman, je veux ouvrir des gîtes, j'ai un emprunt, je paye des impôts. Et incarner le yoga, pour moi, c'est être ancré dans la matière aujourd'hui, dans ma vie. Accepter cette incarnation que j'ai, en fait, en tant qu'Anne-Gaëlle. Et en même temps, accepter que je chemine avec humilité. Et du mieux que je le peux et de plus en plus, voir l'autre justement comme faisant partie de moi et moi faisant partie de l'autre. Donc, de pouvoir toujours, à un moment, ça n'empêche pas de dire les choses, ça n'empêche pas d'exister. Je ne suis pas en train de dire, comme ils disent dans certaines religions, tant une joue, si on te gifle, tant l'autre joue. Ce qui, en yoga, est complètement aberrant, d'ailleurs, au passage. On n'accepte pas ce genre de choses. Mais plutôt de dire, en fait, si je te montre que moi, je te manque pas de respect, que j'accepte tes points de vue et que je te juge pas pour tes points de vue, fais la même chose. Tu vas être amené à faire la même chose. En fait, c'est comme avec les enfants. Le yoga des parents. Ouais, le yoga des parents. Non, mais quand je vois des amis à moi qui enseignent des ateliers yoga parents-enfants, je leur dis, mais je pense que tu contribues vraiment à changer le monde, en fait, à un moment, parce que tu crées un moment où tout le monde est sorti de son quotidien, où ils sont ensemble, où normalement ils s'amusent. Après, des fois, il y a des crises, mais en tout cas, où ils passent un très bon moment, ils peuvent en reparler après, et souvent, ils ont envie de le revivre. Et c'est top, quoi. Ça, t'as pas encore fait ? Non, je suis pas encore partie vers les enfants. Je suis très attirée par le yoga dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de secret, pour justement les dépressions et justement aussi l'accompagnement des défunts et les seniors. Donc moi, je suis plutôt tournée instinctivement, naturellement vers la partie de la vie de départ que celle d'arrivée. Ouais, j'ai jamais fait de formation. Dans mes 3000 heures de formation, il n'y a pas de yoga pour les enfants. Ok. Ouais. Et puis j'avais des collègues qui faisaient ça tellement bien à Paris, et qui le font toujours d'ailleurs. Non, mais quand je les vois avec 6 enfants, dont un qui tourne en orbite, en courant et en criant, l'autre qui est en train de dormir par terre, et tout le monde se marre et passe un super moment. Faut avoir la personnalité. Ouais, et puis il faut avoir la personnalité qui va avec, quoi. Oui. C'est top. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup retourner en hôpital. J'aimerais beaucoup pouvoir avoir l'opportunité, je touche du bois, justement d'aller plus loin dans l'accompagnement de fin de vie dans les années à venir. C'est un sujet qui est très tabou encore en France et qui, moi, me touche énormément. Merci beaucoup, Léa. Merci, Léa. Et on va finir avec Ingrid. Ah,
Ingrid, tu vas me dire, je commence toujours pareil, mais c'est vrai. Alors Ingrid, c'est une rencontre très récente et pas tant que ça. Ingrid, elle avait une boutique à Bordeaux qui s'appelait Grid, que j'ai découvert en 2020 quand je donnais des formations et des ateliers à Bordeaux. Je cherchais en fait un endroit justement où trouver des pierres. J'ai eu envie d'offrir des pierres aux participants à la formation. Et je veux pas... J'achète très rarement des pierres sur Internet. Et là, je découvre la boutique sur Internet. Je fais, il faut que j'y aille. Donc, je vais dans sa boutique. Je tombe en amour. Sa boutique, vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai la chance incroyable, c'est quand je l'ai interviewée, elle n'était pas encore fermée, donc on a filmé dans sa boutique à Bordeaux. Et c'est une grotte, en fait. T'es dans l'univers d'Ingrid. T'es accueillie chez elle, dans son atelier. Vraiment, il y a des choses sur les murs. Il y a tout est magnifique, tout est beau. Tout est fait par artisanat. Il n'y a rien d'industriel. Enfin, c'est magnifique. Et, donc, j'y suis retournée en 2020, j'ai dû retourner en 2021, sûrement 2024. Et après, j'ai commandé sur Internet. J'ai ce petit rituel, en fait, à mon anniversaire. Tous les ans, mon conjoint m'offre quelque chose qui vient de chez Grid. Il a compris qu'il ne pouvait pas se rater. Donc, il m'offre quelque chose qui vient de chez Grid. C'est très simple, voilà. C'est très simple, et voilà. Et donc, l'année dernière, avec le podcast, je me dis, tiens, qui j'aimerais interviewer dans le podcast ? Et je devais être sur le site. Et Mathieu me dit... Pourquoi tu ne demandes pas là ? Je lui dis, ça va pas, elle va jamais vouloir, elle va jamais accepter. Et je sais pas ce qui se passe. Faire de suppositions. Janvier, on était au ski. Je pense que j'étais euphorique de l'oxygène de hauteur. Tu sais, je lui envoie un mail en disant... Toutes les globules rouges à fond. Ah ouais, à fond. Et j'étais en mode... Un soir, claqué par ma journée de snowboard, j'envoie un mail en rampant et je dis, voilà Ingrid, ta boutique est magnifique, j'adore ce que tu fais. J'imagine que tu es très prise, mais que tu n'as pas de temps à me consacrer et tout. Mais si tu as du temps, j'aimerais beaucoup t'interviewer dans mon podcast où tu es déjà là. À date, quand je l'ai contacté, donc en janvier, j'avais que 4 épisodes. Mais voilà, je lui disais, voilà ce qui arrive parce que je savais qu'il arrivait et tout. Et là, elle me répond le lendemain, mais carrément. Bah oui. Et là, je me dis, waouh. Donc, je vais la voir à sa boutique. On fait l'interview et je me rends compte en parlant avec elle avant et pendant l'interview qu'elle fait aussi la FSS avec une autre personne du coup dans le sud, qu'elle est dans le chamanisme. Je découvre sa vie complètement dingue dont elle nous parle dans le podcast en Amérique du Sud et tout, enfin tout ce qu'elle a vécu, qui l'a amenée à ouvrir cette boutique et qui l'amène aujourd'hui maintenant. Elle a fermé la boutique, mais la boutique en ligne existe toujours et elle a son atelier chez elle. Et elle me disait justement, quand elle m'a envoyé la question, combien elle se sentait bien dans son atelier à la campagne, combien ce rythme au calme lui allait. Et donc Ingrid, pour moi, c'est vraiment la femme créative. Elle vient du monde de la mode, mais elle aime le bel objet, elle aime l'artisanat, elle respecte énormément l'autre. C'est une femme qui est... pour moi, c'est la création incarnée et une gentillesse. Enfin, Ingrid, tu es incroyable. Et elle se sous-estime aussi beaucoup, comme beaucoup de femmes. Et je pense qu'elle va nous sortir des très, très belles choses dans les années à venir, maintenant que voilà, la boutique peut-être l'a libérée. Comme on dit, elle a fermé un onglet pour en ouvrir plein d'autres, à mon avis. Et voilà, c'est super rencontre. Et je suis contente parce qu'on est resté en contact. Et merci, encore une fois, la vie. Et elle te questionne au sujet du chaos. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ou mets en place quand tu as des moments, quand tu rencontres des moments de chaos ? Alors, moi, le chaos, c'est une zone de créativité. Alors, je ne sais pas si c'est mon éducation ou le contexte dans lequel j'ai grandi ou juste ma personnalité qui fait ça. Après le Joichi, je peux dire, je pense qu'il y a une part de ma personnalité qui est vraiment comme ça, mais c'est vraiment dans l'obscurité que je crée. Donc, du coup, c'est vrai que dans les moments de chaos... Notamment la nuit. La nuit, j'adore. Enfin, moi, avant de devenir maman, en fait, en général, ce que je faisais, c'est que je me lève un peu tard, je travaillais la journée et le soir... on dînait et après je bossais jusqu'à minuit, 1h du mat. Et en fait, moi, la zone 20h30, 1h du mat, c'est une zone qui est hyper créative pour moi parce que... en réception. Je suis en réception de dingue. Et le problème, c'est que j'ai aussi fait mon profil en Ayurveda. Et là, la personne qui a fait mon profil, qui s'appelle Aline, me dit « Anne-Gaëlle, ça va pas du tout. En fait, toi, il faut que tu te couches tôt et à heure fixe. Par contre, il faut que tu te lèves tôt. » Donc là, je suis en train de changer mon rythme maintenant pour me lever de plus en plus tôt. À 5h du matin. Voilà. Et on avait eu cette discussion d'ailleurs qui m'a enfoncé. Et avec mon conjoint, on est en train de mettre ça en place. Donc là, on est à 6h15 pour l'instant. Mais on essaye de retrouver du temps. Mais au-delà de ça, dans le chaos, je sais que c'est dans les états émotionnels les plus intenses que j'ai le plus créé. Et en fait, en général, quand je rencontre le chaos, ce que je fais, c'est que je le traverse. C'est-à-dire que c'est comme si je mettais une veste ou une couverture. Je m'enfonce dedans. Donc, une fois que tu le rencontres, est-ce que tu fais en sorte, des fois, d'être dans du chaos ? Non. Non.
Non, en Mais général, c'est des tu- situations justement Il qui ont la arrive. neuroatypie. Ouais. Et hop, Ouais, en général, il va se une passer un veste, truc. ton costume. Ouais, voilà, il va se passer un truc qui va faire que je vais être dans le chaos, un événement et en fait, moi, je plonge. En général, c'est que je tombe dedans et en fait, ce que je mets en place maintenant à l'époque, je le laissais vraiment me bouffer par contre, et c'est ce qui a fait les burn-out et tout ça, enfin. Aujourd'hui, en fait, je le traverse en sachant que maintenant je le vis comme une retour à la maison, tu vois? Un retour à la maison. C'est-à-dire que quand je sens que je glisse là doucement, généralement, c'est pas un moment agréable parce que le chaos te déstabilise. Donc il y a les chaos qui sont stimulants. Il y a les chaos, moi, où je trouve où des fois on traverse des instants où on se dit, bah, on est chamboulé et tout, mais OK, c'est pas grave, ça se passe pas, mais on a des idées, on réagit et tout. Puis il y a les chaos qui nous amènent vraiment vers les profondeurs où on se dit, là, c'est vraiment pas possible, j'arrive pas à gérer ou émotionnellement c'est trop chargé ou ce qui a été dit m'a trop touché ou je ne sais quoi. Ou ce qui vient de se passer, en fait, je m'y attendais pas du tout et ça me déstabilise complètement. Donc la première chose que je fais, c'est aujourd'hui, j'accueille et je me dis: «OK, je dois le traverser» et en fait, ce chaos-là, ce que je fais, c'est vraiment une zone d'écoute. Le premier truc que je fais parce que du chaos naît, naît les étoiles. Mais ouais, pour moi, c'est une zone de je me rends compte aujourd'hui que c'est une zone de créativité Mais de plus en plus. Ça peut durer longtemps? Ça peut durer très longtemps. Enfin, ça pouvait durer très longtemps. Grâce à la personne qui m'accompagne, la psychothérapeute qui m'accompagne, maintenant j'ai des outils, ce qu'on appelle des outils ressources et des lieux ressources que j'ai mis en place, qui font que je peux vraiment me remonter plus vite, ou en tout cas rester sinon dans la zone de chaos, mais avec plus de sérénité. Qui se gère. Ouais, c'est ça, c'est me dire, OK, pas me laisser engouffrer par les émotions. Parce que souvent dans le chaos, ce qui nous amène, c'est l'émotion. C'est-à-dire à la fois ce qu'on ressent au moment où ça se passe et tout ce que le mental nous raconte qui nous fait ressentir encore des choses, qui en rajoute une couche. Et en fait, quand on sait gérer cette part d'émotion, on peut rester avec le chaos en se disant, OK, c'est pas dans les 2 heures qu'il va se passer un truc. Enfin, généralement, si c'est le cas, il y a d'autres méthodes, mais c'est pas dans les 2 heures où mon monde va s'effondrer. Là, je vais prendre 2 heures pour descendre, gérer ce qui se passe, me gérer et observer ce que je fais. Et souvent, en fait, avant, j'essayais à tout prix d'en sortir. C'est-à-dire que je me disais, je suis dans le chaos, c'est pas cool, je me laisse déstabiliser, il faut que je retrouve tout de suite l'ancrage, la stabilité, et c'est ça qui crée encore plus de charge émotionnelle, parce que comme on n'y arrive pas, on dérape, et donc on se reprend les pieds dans le tapis. Donc là, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse faire. Je laisse autant que possible, mais dans des lieux ressources avec des activités ressources qu'on a vraiment identifiées avec ma psychothérapeute, qui fait que ça prend pas des proportions immenses. Avant, ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines, mais du coup, je disparais de la surface de la Terre. J'avais une amie qui avait très justement dit... en parlant de moi, à un moment j'étais là en plus, Anne-Gaëlle, en fait c'est simple, si elle touche pas le fond, elle peut pas remonter. Et à l'époque ça m'avait vraiment chagrinée, j'étais genre, oh, tu peux pas dire ça, c'est pas très gentil. Et en fait elle a raison, et aujourd'hui je trouve ça beau en fait, parce que et je pense que c'est pour ça que j'ai cette volonté aussi d'accompagner fin de vie et les personnes âgées hautes, c'est que j'ai pas de problème à être avec la fin, à être avec ce qui peut être de l'autre côté. Et à accepter des moments où il se passe des choses qui sont tabous et pas OK. Parce qu'en fait, j'en ai tellement vécu que pour moi, il n'y a plus rien qui est tabou et qui est pas OK, en fait. Dernière question. Ouais. Est-ce que tu as des rituels spéciaux en plus de ce que tu fais régulièrement, justement dans ces moments où ça va pas? Ouais. Alors, il y a une chose que je fais toujours maintenant. La première chose que je fais, c'est que je vais dans mon atelier, je ferme la porte. Et là, je respire et je fais le niveau de chaos, justement. Alors, est-ce que c'est un chaos juste perturbant? Il faut que je trouve juste une solution. Je me pose, je respire, je trouve la solution. Je caricature un petit peu. Ou est-ce que c'est un chaos vraiment qui me touche profondément, qui touche à mon être et qui me fait vaciller? Existentiel, quand même. Ouais, vraiment existentiel et puis surtout expérientiel. C'est-à-dire que tu sens que tu fonctionnes plus normalement. Ouais. Bon, Il y a un bug dans le logiciel. Oui, parce qu'en plus, avec ma neuroatypie, j'ai cette hypersensibilité qui peut être exacerbée. C'est-à-dire que même si je mets pas de couvercle, elle m'apprend à plus ou moins la gérer. Et du coup, derrière, à pouvoir dire, en fait, là, il y a une pression qui est trop forte, donc il faut la sortir, en fait, cette pression-là. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je me dis, OK, maintenant, il me faut combien de temps? Et là, je vais bloquer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée minimum. OK. C'est-à-dire que selon le chaos, je mets tout en stand-by
tout ce qui peut l'être. Ou alors, je règle les urgences, comme d'enregistrer des podcasts. Des fois, je me dis, ah là, il faut absolument que j'enregistre. Donc, je le fais et après, je verrai ça. Mais je gère les urgences où je peux tout mettre en stand-by et je décide si c'est 2 heures. Mais je me laisse plus faire les choses du quotidien dans cet état-là. C'est-à-dire que je refuse de mélanger mon chaos avec mon quotidien parce que j'accepte aujourd'hui que je ne peux pas fonctionner normalement, donc le quotidien. Et donc, je me donne ce droit c'est là où je dis que peut-être que je le traverse, c'est que je fais l'espace pour maintenant. Ouais. J'essaye plus de me dire, non, il faut quand même que j'appelle mon élève pour la convaincre de s'inscrire à ma formation, alors que là, je suis peut-être en pleurs ou très perturbée émotionnellement. C'est pas le moment d'aller appeler un prospect. C'est pas le moment d'aller contacter quelqu'un pour savoir si elle peut faire ton site internet, tu vois, ou quoi. C'est un moment, en fait, où tu fermes les amarres et tu te recentres. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je retourne à la nature. Une fois que ce temps est passé, que je sens que je suis redescendue en pression, que ce chaos-là est clair pour moi, qu'il y a peut-être des next steps qui commencent à se profiler, mais qu'en tout cas, je suis plus déstabilisée. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce chaos, il est devenu familier, je le comprends, je le ressens, je vais dans la nature. Donc, c'est soit mettre les pieds dans le sable à la plage, soit me coller à un arbre dans le jardin, soit jardiner, m'occuper de mes plantes. Mais je sors. Et je sais que souvent, d'ailleurs, dans ces moments-là, mon conjoint a le réflexe de venir et de me dire vas-y, on y va, je t'emmène. Il me met dans la voiture, parce que je ne conduis pas dans ces cas-là. Il me met dans la voiture et il m'emmène en forêt, à la plage. Et en fait, je reste là et j'attends de voir ce qui se passe avec la nature. Et souvent, il y a des signes qui se produisent. Le fait d'être dans la nature, la tension en fait redescend. C'est-à-dire que la charge émotionnelle redescend. Le fait d'être en contact avec la terre, si tu peux être pieds nus, c'est encore mieux parce que tu as vraiment ce contact avec la terre. Tu peux être les mains, c'est encore mieux. On se décharge réellement en fait. Il y a une connexion. Il y a vraiment une énergie tellurique qui nous vide, qui crée l'espace et qui peut-être derrière nous remplit si on a besoin de force. Et puis surtout, quand tu es en nature, souvent c'est calme. C'est-à-dire qu'au pire, tu as le bruit des vagues. Mais c'est un bruit qui est régulier, qui berce, tu vois. Oui, c'est pour ça que je dis au pire, parce que c'est vrai que la dernière fois, une personne qui me disait, mais quand même, le bruit de la mer, ça peut être assourdissant. Bah oui, si c'est un jour de tempête, du coup, tu vas peut-être pas aller en bord de mer. Mais voilà, c'est les deux choses que je fais. Accorder du temps à ce chaos, aller à la nature, retourner à la nature. C'est vraiment mes rituels. Et après, quand je vais à la nature, je vais emmener mes objets justement sacrés. Je vais emmener peut-être un livre. Je vais emmener des choses qui me ramènent justement à moi, qui manquent. Merci. Merci beaucoup à toi pour d'avoir la patience de délier ces questions, d'entendre les réponses aussi. Et puis, merci aussi pour tout ça, pour tout le podcast, quoi. C'est aussi en grande partie grâce à toi. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Cette troisième partie de l'interview anniversaire est à présent terminée. Tu auras bien compris qu'il fallait au moins 3 épisodes pour pouvoir partager toute l'essence et toute la richesse de cette interview. Je remercie encore profondément toutes les personnes qui ont participé en posant des questions, toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent dans Tout est déjà là. Vous êtes des femmes extraordinaires. Merci, merci, merci beaucoup. On a passé un super moment, en tout cas Gaëlle et moi, à partager ces questions, ces réponses et toutes ces anecdotes. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu penses qu'il pourrait enrichir quelqu'un ou en tout cas l'accompagner sur son chemin. Je serais ravie de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux auditeurs et auditrices. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, sur mon univers, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec une super interview. J'ai l'honneur d'accueillir Rosen qui va nous parler des réseaux sociaux. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.